bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré d'être là. Donc j'ai à peu près 3/4 d'heure pour vous faire un exposé qui va être, je pense, un peu rapide. Hein. Ma méthode, j'espère qu'elle vous conviendra. Je sors des slides de façon peut-être un petit peu accélérée. On fera peut-être une pause entre les deux parties de ces slides. La première, c'est qu'est-ce que le cyberespace d'une façon générale, qu'est-ce que ça inclut. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que ça change pour la défense, les implications pour la défense. Mais je voudrais revenir dans un premier temps sur quelques généralités. Donc, voilà donc le plan. Hein. Qu'est-ce que c'est les cybermenaces? C'est quoi une cybermenace? C'est un nouvel espace de puissance, et on va le voir pourquoi. L'impact pour les forces, les vulnérabilités pour les forces, et les questions qui en découlent, la formation, la résilience, etc. Un petit mot, d'où vient le mot cyber? Le mot cyber vient du grec kubernetike, qui signifie gouvernail, pour information. Alors, petit rappel historique sur tout le monde, on va dire, de l'information, notamment dans le monde militaire. Ça démarre par le télégraphe. Bon, avant, il y avait évidemment les messagers qui transmettaient les messages, puis il y a eu le télégraphe. Et puis, petit à petit, évidemment, l'informatique et les télécoms font leur apparition. Et on arrive quand même à un tournant assez notable en 1991, la guerre d'Irak, où les Américains déploient en fait une sorte de chape de plomb sur l'armée irakienne qui les empêche de communiquer. Hitler, en 1945, dans son bunker, il n'a plus que quelques hommes avec lui, mais il commande, et les ordres arrivent. Saddam Hussein, il a encore toute son armée en 91, il est incapable de donner des ordres et de communiquer. Cette guerre des ondes, c'est un tournant quelque part stratégique. Depuis, donc, l'US Army a bien compris ça et investit beaucoup dans tout ce qui est technologie de l'information. La France, nous, on n'est pas en reste, on a bien compris ça et on investit donc dans ce qu'on appelle la NEB, la numérisation de l'espace de bataille, la NEB, et on parle aussi d'info-valorisation, mettre l'information en valeur par un processus qui permet de transmettre l'information, et puis du coup, à quoi sert l'information? À prendre la bonne décision. Savoir où est l'ennemi, par exemple, savoir où sont les forces, afin de prendre la bonne décision. Alors maintenant, je reviens sur une définition un peu générale de ce qu'est le cyberespace. On reviendra sur les questions de défense après. C'est quoi le cyberespace? Alors là, je vous cite deux définitions, une de l'ANSSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et une autre d'un organisme militaire. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est la deuxième est plus précise. Hein. Le cyberespace, c'est un domaine global constitué du réseau maillé, des infrastructures de technologie de l'information. Alors ça couvre quoi? Ça couvre pas que Internet. Ça couvre des systèmes d'exploitation du hardware qui supportent ces systèmes d'exploitation, des données qui sont incluses dedans, du câble physique ou de la fibre optique qui permet d'envoyer des informations. Le cyberespace, c'est tout ça. Donc c'est à la fois les infrastructures support et c'est à la fois les données qui sont véhiculées sur cette infrastructure support. Il faut bien prendre ça en conscience. Et c'est une sorte de petite phrase liminaire sur ce qui va suivre. Le cyberespace, c'est pour les États une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité pour exercer sa puissance. Donc, un nouvel outil de la conflictualité, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Un mot, comment schématiser de façon assez simple le cyberespace? Eh bien, vous connaissez les 4 espaces dans le monde militaire, c'est comme ça qu'on les définit, air, terre, mer. Eh bien, le cyberespace, c'est un espace... l'espace, pardon, j'ai oublié l'espace. Le cyberespace, il est transverse. En fait, il interconnecte tous ces milieux. Donc, il est multimilieu. Donc, il peut être considéré comme un espace à lui tout seul. Certains parlent d'un 5e espace. Mais en fait, c'est une partie qui relie ces espaces entre eux. Physiquement, je vous disais qu'on s'appuie sur du support. Alors le support, c'est tout ce qui est couche physique. C'est le hardware, le matériel. Mon ordinateur fait partie du cyberespace. Parce qu'il a une carte mère. Parce qu'il y a des câbles qui y viennent. Même l'alimentation électrique, on peut dire que ça fait partie du cyberespace parce que sans alimentation électrique, je n'ai plus de PC. Ensuite, il y a la couche applicative. Là, ce sont les operating systems, Windows,
Linux. Ce sont les applications logicielles qui tournent dessus. Ça, c'est ce qu'on va appeler la couche applicative, la couche logicielle. Ce sont les middleware aussi, ce qui fait l'interface entre le hardware et les couches logicielles. J'espère qu'il va rester des places. N'hésitez pas à vous rapprocher. Hein. Voilà. Donc cette couche applicative, c'est tout ce qui est logiciel. C'est le traitement, si vous voulez, des données. Mais se rajoute une troisième couche, qui est la couche appelée psychocognitive. C'est comment on va interpréter la donnée. Si vous voulez, c'est Facebook. Facebook s'appuie sur des logiciels, mais Facebook, ça vous projette des images et vous comprenez tout de suite que c'est votre ami qui envoie une photo, etc. Vous comprenez la donnée. Ça, c'est la couche psychocognitive. Et sur ces trois milieux-là, enfin ces trois couches-là, pardon, eh bien, on peut avoir un effet dans le cyberespace. On va le comprendre très vite. On peut détruire du physique, on peut altérer un logiciel, et puis sur la couche psychocognitive, on peut faire passer un message, la propagande, qui n'est pas celui que vous souhaiteriez peut-être faire passer. Donc là, je reprends un petit peu ces couches-là avec quelques exemples d'attaques qu'on pourrait faire sur ces couches. Couper les câbles sous-marins, par exemple. Câble sous-marin qui relie un continent à l'autre. Il y a énormément de données qui passent sur ces câbles. Le couper, c'est une attaque dans le cyberespace. Sur la couche médiane, couche applicative, eh bien, c'est là où on va trouver tout ce qui est hacking, diffusion de virus, de chevaux de Troie, tous ces virus que vous pouvez recevoir, ils travaillent sur la couche médiane, sur la couche logicielle. Et sur la couche haute, la couche psychocognitive, eh bien, c'est, par exemple, le defacing, défigurer un site, vous voulez vous connecter au site de la mairie, et puis, pop, vous vous retrouvez avec un message de propagande de l'État islamique. Ça, c'est une attaque sur la couche haute. Je vais y revenir un petit peu. Comment caractériser ce cyberespace? Là, je vous ai donné une sorte de modélisation, mais il a des caractéristiques. Je ne vous apprendrai rien, il est intangible, le cyberespace. C'est-à-dire que la donnée qui circule, on ne peut pas la capter, on ne peut pas la toucher, la donnée. Ce qui rend sa perception difficile. Toutes ces choses se passent quelque part, traitées de façon automatique sur des réseaux, sur des ordinateurs, mais vous ne pouvez pas le toucher. Donc, il est intangible. La notion de territoire, je vais y revenir tout à l'heure, aussi, elle est très très variable selon la façon dont on se positionne. C'est un espace d'instantanéité. Instantanéité, l'information circule à la vitesse de la lumière. Donc en quelques secondes, vous pouvez être au courant qu'il y a un tsunami à l'autre bout de la planète. Ça, c'est la caractéristique du cyberespace. Furtif, du coup. Si je fais une attaque, ça va être ponctuel, tac. En un coup, ça va durer quelques millisecondes et c'est fini. Et là, dans les schémas militaires, c'est très bouleversant, parce qu'une préparation militaire, il faut du temps, il y a une action, on vit l'action, etc. Là, c'est instantané et très furtif. C'est aussi un milieu opaque. L'opacité du milieu, c'est le camouflage, l'usurpation d'identité, vous le savez bien, les avatars. Vous avez peut-être certains d'entre vous ont des avatars, c'est une façon d'être opaque. Ce n'est pas votre nom que vous mettez en ligne. Difficile traçabilité. C'est aussi un point important. Lorsque vous faites une action, il est difficile de savoir que finalement ça vient de tel endroit, c'est passé par tel serveur, et puis finalement c'est un hacker russe qui fait quelque chose. Ça, c'est très très difficile à savoir. Donc ça le rend opaque. Et puis, substitution des acteurs, ça rejoint un petit peu ce camouflage. C'est facile de faire porter la responsabilité d'une action sur quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est un lieu privilégié de la dissimulation. Un petit mot quand même sur la défense. Létalité, j'y reviendrai. Bon, c'est une létalité indirecte. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort par une attaque cyber, si vous voulez. Ça peut arriver. Ça peut arriver et ça arrivera. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mort. Ça ne tue pas les gens. Par contre, ça peut détruire un système qui fait que, par ricochet, des gens vont mourir. Donc c'est une létalité indirecte. Potentiellement indirecte, évidemment. Alors, je parlais des frontières. Comment contrôler le cyberespace? Et ça, c'est une vraie question. Parce que vous ne maîtrisez pas la chaîne de traitement de la donnée. Google a des serveurs en France
qui traite ces données avec peut-être des logiciels propres. C'est une entité américaine, Google, c'est français, pourtant c'est sur le territoire français. Mais en fait, on ne capte rien, ça passe, ça repart. Vous envoyez un message, ça peut passer par la Chine pour revenir un peu plus loin. En fait, on ne maîtrise pas la notion de territoire. Et la notion de territoire, elle est très variable, parce que ça peut être une dimension politique, la souveraineté des États, une dimension économique, une dimension stratégique. Le livre blanc de la défense en parle depuis 2013. Dimension culturelle, le rayonnement de la langue bretonne par exemple. La frontière du cyberespace en langue bretonne, c'est une vraie frontière qu'on pourrait définir et qui peut aller jusqu'en Australie. Et puis technique évidemment. Alors évidemment, les États prennent conscience de cet enjeu de puissance et il y a un retour en force qui fait que jusqu'à présent, les États n'ont pas vu forcément la révolution numérique arriver, mais elle est là. Et elle change beaucoup de nos usages. Et là, du coup, ils commencent à retourner en force là-dessus. Un petit slide sur le partenariat. Alors, ça tombe peut-être un peu comme ça, mais les États donc, veulent se réapproprier le cyberespace. Comment fait-on? Est-ce qu'on fait des partenariats? Et là, il y a une vraie question. D'abord, dans le cyberespace, il y a beaucoup d'interdépendances. Les banques ont des réseaux mondiaux et s'appuient sur le cyberespace. Mais une vraie politique de cyberdéfense, ça va passer par des alliances. Et dans le cyberespace, c'est difficile de faire des alliances parce que plus on est nombreux, plus c'est difficile. Et c'est un monde un peu secret quelque part. Donc il y a des alliés, mais il y a une grande concurrence économique, culturelle, ce que vous voulez. Et puis vous connaissez tous l'affaire Snowden, donc cet homme qui a diffusé des secrets d'État américains en disant les Américains vont trop loin, ils veulent s'approprier la surveillance massive de tout ce qui se passe sur le cyberespace. Et depuis, ça a généré une grande altération de la confiance entre les États. Et donc reconstruire, c'est difficile. Des alliances à beaucoup, par exemple les états-majors des armées disent bah, dans le cyberespace on n'y croit pas tant que ça. Par contre des alliances one-to-one entre certains États, mais vraiment proches, oui. Je prends un exemple, vous découvrez un virus important pour la défense, vous allez peut-être le partager avec nos amis allemands, mais vous n'allez peut-être pas le partager à toute l'Europe. 27 personnes dans l'Europe, après vous ne maîtrisez plus rien, ça part partout. Souveraineté économique, ça c'est pour la France et pour l'Europe. Bon, force est de constater qu'on a quand même raté un certain nombre de révolutions, qui étaient les mainframes il y a longtemps, les gros ordinateurs, la mini-informatique, la micro-informatique et Internet. Même si c'est un ingénieur français qui a défini le protocole à l'origine, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et je vais même beaucoup plus loin aujourd'hui, on n'est absolument pas souverain dans tout ce qui est technologie de l'information. Le hardware, tous les composants hardware, ils sont faits en Chine presque. Fondre des chipsets, faire des chipsets qui sont intégrés sur les cartes mères, on fait ça en Chine et on a des ingénieurs qui sont très bons là-dessus, qui peuvent concevoir les systèmes, mais on ne les produit pas. On n'est pas souverain. Les logiciels, vous avez qu'à regarder les logiciels du marché, pour la plupart ils sont américains. Pardon. On peut faire des applications spécifiques françaises, mais on n'a plus tellement la maîtrise du hardware et de la couche logicielle qui tourne dessus. L'Europe devrait réagir et créer l'équivalent d'un Airbus européen sur tout ce qui est cyberespace. Là, il y aurait vraiment une grosse plus-value. On attend que les politiques européens puissent faire ça. Je vais vous parler des cybermenaces. Alors, les caractéristiques des cybermenaces, c'est qu'elles sont diffuses. La toile, on parle de la toile, c'est très difficile à appréhender. Donc ça peut être diffus, ça peut taper n'importe où, mais vous ne savez pas trop où. La menace est permanente, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes où maintenant il faut vraiment se protéger et être vraiment à l'écoute de ce qui peut arriver, des menaces qui peuvent arriver sur nos systèmes. Parce que nos systèmes sont faibles. Ils ont été construits, les operating systems Windows ou autres, ils ont été construits sans réellement penser la sécurité. Ce n'est pas blindé, c'est plein de faiblesses. Et il y a plein de points d'entrée sur lesquels on peut intégrer et effectuer des attaques.
Donc, menace diffuse et permanente. Donc, les remparts, les firewalls, on se dit j'ai un firewall, je suis blindé, ça ne suffit plus. Il y a d'autres moyens de rentrer. Il y a plein de petites brèches. Ce n'est pas un mur frontal qu'on passe, on passe par les trous dans ce mur. On passe par des brèches dans le cyberespace. La menace peut être ponctuelle et ciblée, un petit peu ce que je vous disais. Et puis, elle est caractérisée par une diversité d'acteurs. Vous ne savez pas qui peut attaquer. Ça peut être pour des raisons, je vais l'exposer après, économiques, de nationales, de défense, ce que vous voulez. Donc tout ça fait qu'on a un sentiment de non-maîtrise, quelque part, et c'est l'attaquant qui a l'initiative. Au passage, je vous recommande de regarder ce film, Die Hard 4, si vous ne l'avez pas vu. Ça se passe, alors évidemment c'est quand même un peu amplifié, hein, mais bon, ça montre un certain nombre de caractéristiques, et puis le livre de Tom Clancy est quand même intéressant, il est assez visionnaire. Et donc voilà, je disais que dans le cyberespace, l'attaquant a toujours la surprise de l'attaque. C'est tellement vaste. Vous avez une forteresse peut-être, mais il y a tellement de vulnérabilité dans cette forteresse que où va-t-il taper? Et il va taper évidemment là où vous êtes le plus faible, mais vous ne le savez pas forcément, parce que vous ne maîtrisez pas la complexité de tous vos systèmes. Pour information, plus une attaque est générale, moins elle est complexe. Quand vous avez un virus sur votre PC, vous êtes sûr qu'il y a 20% ou 30% de la population qui l'a. Quand vous êtes un État et qu'on vous altère des données ou on vous vole des données sur je sais pas, un appel d'offres économique très important sur la défense, là, ça c'est une attaque ciblée. Il n'y a que l'État qui est attaqué. Et là, les attaquants, ils ont extrêmement ciblé leur cible et ils ont tout fait en sorte pour que ça arrive. Donc, plus une attaque est générale, plus elle est quelque part facile à mettre en œuvre, plus c'est facile de se protéger, et plus elle est ciblée, plus c'est difficile. Et puis ça change très vite. Le monde de l'informatique, vous savez, ça change extrêmement vite. Ce n'est pas parce qu'on installe une solution de sécurité que dans 2 ans, elle sera toujours pérenne. Il faut être très réactif. Notez la faiblesse humaine. La faiblesse humaine, au Moyen-Âge, il y a des forteresses qui sont tombées avec des félons. Château Gaillard. Eh bien, Monaco aussi d'ailleurs. 80% des fuites aujourd'hui, c'est dû à des erreurs humaines. D'où ce qu'on appelle l'hygiène informatique. L'hygiène informatique, c'est il faut se former à protéger ses données, ne pas les diffuser n'importe comment, ne pas mettre sur une clé USB n'importe quoi et le donner à tout le monde. C'est comme ça que les virus se développent. Et faites attention à vos données. Elles ont du prix, mais vous le savez. Voilà. Juste un mot sur le seuil de déclenchement d'une riposte. Ça, c'est un énorme sujet. Aujourd'hui, les États sont un peu bloqués par les aspects juridiques, dans le sens où c'est le politique qui va dire à partir de tel seuil, je riposte. Et dans le cyberespace, il y a une sorte de jeu chat et la souris. Certaines puissances, la Chine, la Russie, font des actions dans le cyberespace, mais ils font toujours attention pour rester en dessous du seuil de riposte. Donc ça énerve, ça agace, mais on pourrait se dire, bon là c'est trop fort, on va y aller, mais le politique, la notion de seuil, c'est très difficile pour lui de dire à partir de là, si vous allez au-delà de là, on vous envoie une rafale de missiles ou autre. Non. Et le niveau de seuil, ceux qui utilisent la force quelque part ou les attaques dans le cyberespace font bien attention à rester en dessous. Et les aspects juridiques, je ne suis pas un expert, mais on a beaucoup de mal à trouver la preuve déjà d'une attaque. Et du coup, parce que ça met beaucoup de temps à trouver qui a fait l'attaque, il faut remonter tous les systèmes. Et du coup, déjà, on arrive trop tard et la riposte sera quelque part trop tardive. Voilà, donc les attaques, contre-attaques dans le cyberespace, c'est un sujet très compliqué si on veut rester dans un cadre vraiment légal. Bon, nouveau champ de bataille. Je vais passer sur cette diapo, mais c'est pour vous dire que finalement, c'est le monde entier qui, aujourd'hui, est pris dans cette sphère, cette nouvelle sphère de conflictualité qu'est le cyberespace. Bon, je vais passer, et là, je vais vous prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. Certains d'entre vous le connaissent peut-être.
Ce qui est en vert, je vais revenir plus tard, c'est ce qui a vocation militaire. En rouge, par exemple, je mets en Estonie 2007. C'est un petit peu le point de départ, on va dire, de la prise de conscience des menaces dans le cyberespace. Les Estoniens décident de déplacer le statut d'un monument soviétique sur les soldats soviétiques tués durant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que les Estoniens n'aiment pas du tout l'occupation soviétique, ils en ont bavé pendant 50 ans. Ils ont voulu déplacer cette statue. Et les Russes, il y a quand même une forte proportion de Russes en Estonie, se sont sentis quelque part trahis, voire agressés. Et du coup, il y a une sorte de vague d'attaques sur les sites gouvernementaux estoniens qui ont paralysé le pays. L'Estonie, après la chute du mur, est un pays qui s'est extrêmement numérisé. On fait plein de choses. On peut voter par... les gens votent avec une carte électronique. Tout ce qui est inscription à la sécurité sociale ou autre, les remboursements, tout ça, ça se fait en ligne. Donc il y a les sites gouvernementaux là-dessus. Et il y a eu une vague d'attaques énorme qui a attaqué l'Estonie, paralysant tous les serveurs. Donc le pays a été paralysé. Très très forte suspicion que ce soit les Russes. Sauf que, c'est quasi sûr, sauf que ça ne vient pas d'un serveur du Kremlin qui a envoyé des mails pour faire ça. Non, ça vient de tout le pays du monde. Du Brésil, de France, d'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être des Russes qui étaient en France et qui ont envoyé des rafales de messages pour paralyser les systèmes, ou l'ordinateur du bon français qui était là, qui est devenu ce qu'on appelle un botnet, c'est-à-dire un relais d'action pour les autres, et cet ordinateur botnet, à l'insu de son propriétaire, a envoyé des requêtes vers les serveurs estoniens pour les paralyser. Donc, est-ce qu'il y a vraiment les Russes derrière? C'est très difficile de le savoir. Donc ça, c'est un événement important à connaître. Bon, alors, vous connaissez Anonymous. Ils ont des causes qu'ils souhaitent défendre et ils attaquent dans le cyberespace lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec une prise de position, par exemple. Et puis, il y a tout un jeu derrière. L'entreprise Gemalto, numéro 1 des cartes à puce, que vous trouvez partout, vos cartes bleues ou autres, a été attaquée en 2010. Il y a eu le vol de millions de clés de chiffrement. Sur ma carte, j'ai une clé de chiffrement. Sur la vôtre, vous en avez une autre. Des millions de clés de chiffrement ont été volées. La clé de chiffrement, c'est ce qui permet de sécuriser une transaction entre deux entités. À partir de ce niveau-là, si on vous vole votre clé de chiffrement, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans cet échange dit sécurisé et en fait, on voit tout ce qui se passe. Donc on peut prendre votre code bancaire, faire ce qu'on veut, etc. Et là, on a mis les Américains, on les a trouvés la main dans le sac. Il y avait une société qui vendait justement les algorithmes de chiffrement, qui s'appelle RSA. C'est quelque chose, c'est sécurisé. Quand vous rentrez une donnée, une clé de chiffrement personnelle, ce qui sort, il n'y a que vous qui pouvez la déchiffrer. Et les Américains ont fait pression sur cette entreprise qui diffuse ces algorithmes dans le monde entier pour qu'ils mettent ce qu'on appelle une backdoor, c'est-à-dire qu'ils puissent comprendre l'algorithme. En fait, ils ont un point d'entrée dans l'algorithme pour pouvoir déchiffrer cette clé de chiffrement, ce qui est donc un viol total de la confidentialité d'un échange de données. Donc les Américains ont été pris la main dans le sac là-dedans. Alors je continue, il y en a plein d'autres. Alors là, ça, pour moi, c'est la plus importante. 2012. 2012, le 15 août, c'est férié en France, mais pas en Arabie Saoudite. Il y a une société qui s'appelle Aramco, c'est l'équivalent de Total en Arabie Saoudite. Alors Total, déjà chez nous c'est pas mal, mais chez eux c'est 80% de l'argent du pays. Et cette société Aramco, le 15 août 2012 à 8h08, tous les PC, tchoum, tchoum. En fait, 75 à 80% des PC de la boîte, c'est-à-dire 30 000 ordinateurs, en rade. Impossible de les redémarrer, tout a été détruit dessus, le système de boot a été altéré, plus rien. C'est-à-dire le PC, vous le prenez, poubelle. 75 à 80% du parc informatique. Aramco, donc, voilà, d'Arabie Saoudite. Et pareil pour le Qatar, une société de gaz, Gazras, je crois.
Pourquoi? Probablement l'Iran, qui avait demandé à ce que les prix du pétrole soient augmentés. Eux, ça leur aurait donné un peu d'air financier. Et les autres ont dit non. Chiites, sunnites. Paf. En représailles, c'est probablement l'Iran, a diffusé ce virus qui a détruit tout le parc informatique. C'est impressionnant. Imaginez 80% des ordinateurs ici de l'UBS qui d'un coup s'arrêtent. Pas facile de leur démarrer quand même. Et vous n'avez pas la force financière qu'a Aramco. C'est colossal. Je suppose. Voilà, donc ça c'est important. Alors ensuite, Corée du Sud, Corée du Nord, pas mal de choses. J'en arrive aux tristes attentats terroristes qu'il y a eu en France. Et voilà, des sites français défacés, une attaque contre TV5 Monde que vous connaissez. Là, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que le journaliste interrogé, ou le directeur de la chaîne TV5 Monde, interrogé en disant qu'est-ce qui se passe, grosso modo, vos systèmes d'information ne marchent plus, vous ne pouvez plus diffuser. Et il a répondu, ça m'a marqué, hein. Écoutez, nous on ne comprend pas, on ne voit pas pourquoi on nous veut du mal, on est des gentils journalistes, on fait notre travail, et on ne comprend pas qu'on se fasse attaquer. Et là, c'est d'une naïveté, d'une incrédulité. Voilà, les gens qui en face, ce n'est pas des gentils. Hein. Et là, le journaliste, moi, il m'a vraiment amusé, quoi. Il était sur une autre planète. Et ça, c'est fini. Dans le monde de l'information, dans le monde cyber, ce n'est pas les bisounours. C'est un espace de conflictualité. Bon, je passe un petit peu plus loin, hein, parce que je voudrais passer au monde de la défense. Les types d'attaques économiques, criminels, terroristes, étatiques. Les attaquants peuvent être des marchands, des mercenaires, des militants, des militaires, etc. Bon. Classification des malwares, vous les connaissez peut-être. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Bon, il y a quelques slides, vous pourrez peut-être les voir plus tard. Hein. Alors, on a des virus. Hein. Les virus, ça se... c'est mauvais, un virus. Ça vous fatigue. Donc, ça introduit une saloperie dans votre machine. Il y a des vers. Alors, les vers, ça se propage. Donc, un virus peut être un ver. Un virus n'est pas forcément un ver. Et puis, il y a des chevaux de Troie. C'est-à-dire quelque chose qui se met dans votre machine et qui y reste. En 2014, 24% des PC infectés en France. Probablement très en dessous de la réalité. Très en dessous de la réalité. Technique d'attaque. Hameçonnage. Je vous envoie des perches, vous répondez, tac, je prends vos données personnelles. Puis après, j'en fais plein de choses. Alors, farming, c'est vous souhaitez accéder à un site, quelque part, vous êtes redirigé sur un autre. Spoofing, vous croyez faire quelque chose avec une adresse et puis finalement, vous faites quelque chose ailleurs. C'est un peu lié au farming. Man in the middle, c'est une technique où je me mets entre deux connexions, enfin au sein d'une connexion, et puis je prends la main. Bon, c'est des mots que vous connaissez peut-être. C'est des techniques d'attaque. Et elles sont multiples. Vous regarderez ce slide plus tard, il y en a une foultitude. Une qui est connue, c'est quand même le denied de service. C'est-à-dire, sur votre site de l'UBS, par exemple, j'envoie tellement de demandes de requêtes que le serveur il n'arrive pas à répondre à tout le monde. C'est ce qui s'est passé en Estonie. Et du coup, comme il n'arrive pas à répondre à tout le monde, quand vous vouliez y accéder, c'est plus possible. Le serveur il surchauffe tellement il y a de demandes qui arrivent. Donc ça, c'est le denied de service. Et puis, il y a le defacing. Je vous montrerai des exemples plus tard. C'est vous croyez aller sur le site de l'UBS et en fait, vous allez sur un autre site qui peut être le même, sauf que dans le login password que vous rentrez pour accéder à l'ENT, et en fait, vous donnez vos login password à une entité qui va les utiliser pour faire d'autres choses. Alors, pour terminer le tour, les OIV, ça c'est une menace. Les OIV, c'est les organismes d'importance vitale. Pourquoi on a peur? Parce que si on se met à attaquer une centrale électrique nucléaire, un barrage, les transports, on peut changer les aiguillages, on peut changer le trafic aérien, on peut ouvrir les vannes d'un barrage, c'est possible. J'ai discuté avec des Tchèques, ils étaient tout contents parce que dans les années 85, ils avaient fait un super système pour ouvrir et fermer les vannes, avec un super Windows
3.0 de l'époque, etc. Les gars, ils sont contents. Et puis, ils ont fait ça, ils sont toujours à leur poste, ça fait 30 ans qu'ils n'ont rien changé. N'importe qui peut rentrer là-dedans et ouvrir les vannes. C'est ce qu'on appelle un SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. C'est une sorte d'ouverture de vanne ici. Et puis, c'est un PC qui contrôle un certain nombre de choses. Vous rentrez sur ce PC, vous mettez un virus qui va ouvrir la vanne. C'est une catastrophe possible. Et c'est possible. C'est pas de la science-fiction. C'est pour ça que ces réseaux qui commandent ça, il ne faut pas les ouvrir sur Internet. Parce que du coup, ça fait une vulnérabilité. Je rentre par Internet et je peux prendre contrôle du système et ouvrir les vannes. Bon, je passe ça. 2-3 exemples et après je passe à la défense. Oui, je suis trop lent, je suis désolé. Cette voiture, un homme a montré qu'en passant par Bluetooth, vous pouvez prendre le contrôle de la voiture. Il a enlevé les pneus, il a programmé, donc par lien Bluetooth, il n'est pas loin de la voiture, d'accord. Regardez, ça c'est des miles per hour, 140 miles per hour. Et je prends le contrôle de votre voiture, je force le moteur à aller à une vitesse pas possible et puis je vous tue en fait. Les avions c'est très sécurisé, sauf qu'un gars a mis sur la table l'équivalent d'un avion, il a créé les plateformes. Et puis, il y a deux systèmes dans un avion. Il y a le système de contrôle de l'avion et puis il y a ce qu'on appelle la CARS. C'est ça la CARS. C'est les informations de la tour de contrôle. Le temps, le sens du vent, etc. Et par ce système-là, il y a des échanges entre la tour de contrôle et l'avion. Vous rentrez dans ce protocole d'échange entre la tour de contrôle et l'avion, vous mettez des données, enfin vous rentrez dedans, vous envoyez des données, vous devenez maître un peu de la communication, et indirectement, après, il y a un moyen de rentrer dans la prise de contrôle du Flight Management System. Alors, c'était il y a quelques années, évidemment, les compagnies ont fait, depuis, ont corrigé, mais vous voyez, toujours anticiper les attaques possibles, et ça, c'était inquiétant il y a quelques années, maintenant ils font gaffe. Pareil pour les bateaux, hein. Il y a un système qui s'appelle l'AIS, Automatic Identification System, et je peux très bien changer une borne et simuler le fait que je suis une borne émettrice à Cherbourg et qui donne des informations à des bateaux. Et je lui dis au bateau, ma position c'est totalement autre chose, le bateau va s'aligner dessus, il va rentrer dans les falaises. Des menaces possibles. Alors je vous ai dit, c'est un espace de cyberconflictualité, ce qu'on appelle parfois le 5e espace. Oui, parce qu'il y a une dimension stratégique pour les armées. Et si on veut conserver l'intégrité de nos réseaux militaires, donc notre force militaire, ou de sécurité militaire, force de l'ordre, c'est un peu pareil, voilà, il faut faire attention. Et puis il faut garder son rang de puissance mondiale, ce que nous sommes encore. Par contre, notez ça, c'est un peu horrible à dire, alors ce n'est pas forcément la France, mais il y a des États qui font ça. La menace est invisible et très difficilement détectable. Il y a des politiques dans le monde qui se disent tiens, ça va être un bon moyen pour moi d'attaquer. Et on parle de nivellement des différences entre États, différences de puissance militaire, par exemple. Des petits États peuvent s'armer au niveau cyber et faire des attaques. Et je prends par exemple aussi même le cas des non-États, le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est carrément un État aujourd'hui, dans le sens qu'il a une puissance financière énorme. Il a je ne sais plus combien de têtes de missiles il a, ou de roquettes, c'est 100 000 je crois. C'est un vrai État. Le Hezbollah, il a tout à fait les moyens d'aller embaucher 30 ingénieurs et de les faire travailler pendant 2 ans sur un projet qui fera une attaque bien précise. Donc rééquilibrage possible, du déséquilibre, de l'asymétrie entre des armées évoluées et d'autres qui le sont moins. Alors, numérisation croissante des sociétés, système peu sécurisé, les cibles possibles pour les forces. Alors, les forces, évidemment, elles se numérisent aussi. Je vous ai parlé de la numérisation de l'espace de bataille. Eh bien, qui dit numérisation de l'espace de bataille dit potentielle vulnérabilité des informations transmises au sein de cet espace de bataille. Ça va de l'ordre donné de façon numérique, ça va de l'image que voit un drone qui revient vers vous. Voilà, ces données-là qui sont cruciales, il faut les sécuriser. Parce que si l'ennemi
prend le contrôle ou les modifie, bah, c'est la cata. Alors, et évidemment, pour un État ennemi, c'est une cible à très forte valeur ajoutée. Plutôt que d'attaquer un potentiel militaire, plutôt que de détruire un char, je vous prendrai un exemple, si je l'empêche de fonctionner, bah, c'est formidable. Ça marche encore mieux. Voilà. Bon, donc ça, c'est à prendre en compte, sachant qu'en plus, nous, on a la problématique, les forces, de devoir être très adaptables en fonction du terrain. C'est-à-dire on se réorganise, on se reconfigure. Donc les réseaux se reconfigurent. Donc il faut toujours se reconfigurer en disant attention aux menaces. Donc la NEB, numérisation de l'espace de bataille, vous avez un peu un exemple ici. Tout équipement demain sur le champ de bataille sera interconnecté aux autres. Vous connaissez peut-être le Félin, le système Félin, donc c'est le soldat d'aujourd'hui et du futur, ben, il est numérisé. On va bientôt parler d'objets connectés dans le monde civil, mais aussi dans le monde militaire, des capteurs, des portées, etc. Donc énormément d'échanges d'informations. Et bien cette information, il faut qu'elle reste sécurisée. Parce qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui je reviens quand même sur l'intérêt de la numérisation de l'espace de bataille. Là, il y a quelques caractéristiques. L'instantanéité. Il y a eu une révolution au début des années 2000 qu'on ne voit pas du tout, mais aujourd'hui, quand vous êtes au contact, c'est-à-dire quand votre unité est au feu, lorsque vous demandez un appui aérien, ça prend quelques minutes maintenant, une dizaine de minutes pour que l'ordre soit prêt et que l'avion décolle. Ça prenait des heures il y a 10-15 ans. Et ça, c'est une vraie révolution de l'espace numérique de bataille. C'est cette instantanéité de l'information. J'ai besoin d'un appui, ok, ça arrive. C'est énorme, ça sauve énormément de vies. Donc le temps réel. Donc, tout ça, ça permet d'échanger des données. Du coup, où sont stockées ces données? On parle de cloud tactique. Cloud tactique, ça peut être un véhicule qui a des bases de données, par exemple la signature radar des avions qui passent. On ne va pas aller rechercher cette information à l'autre bout de la planète. Si on l'a juste à côté de nous, dans un VAP sécurisé, pourquoi pas. Donc ça, c'est un cloud tactique. Voilà, ça c'est l'intérêt de la numérisation de l'espace de bataille, mais du coup, vulnérabilité. Alors, les menaces qu'on peut avoir pour nos forces, bah, c'est sabotage, espionnage, propagande, complot, en faisant de l'intrusion, des connexions illicites, déception, neutralisation, etc. Bon. Au moyen d'armes cybernétiques, d'ingénierie sociale, c'est-à-dire je sais qui vous êtes, je connais vos faiblesses, et vous, en tant qu'humain, et vous êtes peut-être militaire, mais le soir, vous rentrez parfois chez vous, et paf, c'est là où je vous attrape. C'est ça l'ingénierie sociale. Je passe par votre épouse. Autrefois, c'est ce qui se passait pas mal. Maintenant, voilà, on va étudier votre réseau Facebook, etc. On va vous connaître, et on va apprendre des choses sur vous, et par ces faiblesses, on va pouvoir prendre la main sur vous. Même si vous êtes un militaire le plus aguerri possible qui part en opération. Voilà, bon, et trahison, ça, vous êtes au courant, dans la gendarmerie, une femme a été arrêtée. Elle travaillait dans le cœur de la gendarmerie sur des choses vraiment top secrètes, mais elle s'était mise en relation avec un djihadiste qui l'a retournée, et elle était au cœur de la gendarmerie. Trahison. Alors voilà les exemples, et on va rejoindre celui que vous disiez. Pour moi, il y a un exemple de combat cyber qui a marché dans l'histoire, c'est en 2007. Il y a eu un raid israélien sur la Syrie. Alors, ce n'est pas la Syrie d'aujourd'hui, hein. Il faut revenir en arrière, c'est une Syrie qui est un État stable, indépendant, Israël n'aime pas trop, et qui a des velléités de nucléaire, comme l'Iran. Ils font appel à des Coréens du Nord pour installer une usine de retraitement de l'uranium. Et puis ils demandent à des Russes, leurs alliés de toujours, d'installer des batteries anti-aériennes. Les Israéliens connaissent la technique de ces batteries anti-aériennes et mettent un virus dedans qui dit, grosso modo, tout va bien, donc sur l'écran de contrôle, ça va toujours bien. Et les avions israéliens passent, et au moment où peut-être les radars détectent l'avion, le message qui arrive à l'écran, c'est « non, non, pas de souci, c'est un vol d'oiseau ». Donc les F-15 sont passés, ont été bombardés
la position nucléaire, ils sont revenus, rien. Alors il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de tir, et pourtant c'est une opération militaire, c'est une action militaire qui a réussi. On a détourné les batteries antiaériennes de leur fonction. Ça, c'est vraiment un exemple concret, physique, de ce qui peut se passer dans le cyberespace au niveau militaire. La Russie envahit l'Ossétie du Nord en 2008. Vous savez, Géorgie, Russie, conflit lorsque la Géorgie prend quelque part indépendance. Les Russes envahissent l'Ossétie du Nord en disant il y a des Russes ici. Ils ont fait une action militaire avec une action cyber en même moment. C'est-à-dire qu'ils ont paralysé toutes les infrastructures gouvernementales de la Géorgie, un peu comme en Estonie. Les Géorgiens ne pouvaient plus retirer de l'argent dans la rue. Ils allaient dans leur cash machine, ça ne marchait plus. Donc le pays, bloqué. Et pendant ce temps-là, les blindés russes déboulent. Et bien là, du coup, la société est paralysée. Et c'est une menace qui serait possible, ça. Pour nous. Enfin. Donc, vous voyez, action militaire, en accompagnement de l'action militaire, une action cyber qui paralyse. Alors là, dans le monde civil, mais qui peut aussi paralyser le monde militaire, c'est-à-dire les réseaux de communication militaire, etc. Alors, je continue. Stuxnet, ça vous dit quelque chose? Voilà. L'Iran fabrique de l'uranium enrichi pour ses centrales civiles. On peut se permettre de tousser. Eh bien, un virus a été introduit là-dedans. Il faut des centrifugeuses pour séparer l'uranium 235 de l'uranium 238. C'est une histoire de gravité. Eh bien, il y a un virus qui est rentré là-dedans et qui a fait tourner les centrifugeuses, mais à fond. Tellement à fond qu'elles ont chauffé, et blam, elles ont explosé. On estime que grâce à ce virus, les Iraniens ont perdu 2 ans dans leur programme de fabrication d'une bombe nucléaire. Juste un virus. Bougrement efficace. Alors je continue, il y en a plein d'autres. Hein. La Chine. Les plans d'armes américains dérobés, c'est Lockheed Martin, voilà. Des téraoctets de plans militaires ont été volés par la Chine sur les nouveaux programmes d'armement américains, notamment un avion qui est le F-35, mais aussi sur des missiles, etc. Une catastrophe. Les Américains, ils sont plus trop à l'aise pour développer leur avion de combat de demain. Les Chinois, ils ont copié, alors à la fois pour faire pareil, et puis à la fois pour... je connais votre avion maintenant, je sais quelles sont ses faiblesses. C'est juste du vol d'information, mais à des fins militaires, c'est terrifiant. Voilà, je continue. Voilà, Russie, Ukraine, voilà, territoire ukrainien, donc c'est ce que vous me disiez. Hein. Alors, il y a eu des cybersoldats, on les appelle les cybersoldats. Le cybersoldat, il peut être en casquette et en t-shirt avec sa bière à côté, hein, mais il fait une action quelque part militaire. Qui est la cause russe? Alors, c'est un virus qui s'appelle Snake, qui aurait infiltré les sites de l'Ukraine, et ça a coupé des centrales électriques. Tout le monde est dépendant de l'électricité. Les militaires sont dépendants de l'électricité. Vous ne partez pas au combat si vous n'avez pas d'électricité pour recharger vos batteries. Bon, vous pouvez avoir des groupes électrogènes, mais ça ne suffit pas. Et donc, ça paralyse aussi un pays. Et du coup, ça retarde, là en l'occurrence, l'action militaire. Ce n'est pas la seule offensive qu'ont fait les Russes. Hein. Ils ont utilisé leur artillerie de façon extrêmement précise et dévastatrice, qui pose quand même un problème à l'Europe. L'Europe, elle n'est pas très, en nombre, pas très forte. Les Russes, ils ont de la masse de soldats derrière. Nous, l'Europe, non. Bon, mais ça, c'était une aparté. Hein. 45. Bon, alors, est-ce que vous aurez des questions sûrement? Le monde aérien a des caractéristiques. C'est que le système, il est en l'air. Donc, en fait, quelle que soit la longueur, quel que soit là où est l'avion, il doit être sécurisé. À 10 000 km de sa base ou à côté. En mer, eh ben, les marins qui sont là-dessus, ce n'est pas tous des experts en cyber. Les marins.
et ben eux, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui sont maintenant automatisées sur les bateaux. Automatisées, informatique, vulnérabilité. Si ça tombe en rade, c'est fini. Au niveau de l'armée de terre, eh bien, là, c'est encore plus vaste. Parce que il y a énormément de métiers dans l'armée de terre. Ça va du fantassin jusqu'au réseau de télécommunications, etc. Et alors, c'est ce que je mets, je pense, après, ici. Ça, c'est une caractéristique que je vois. C'est que quand on fait une opération militaire, on s'assure de la maîtrise de l'espace aérien. Maintenant, il va falloir s'assurer de la maîtrise de ce que j'appelle l'espace hertzien. C'est-à-dire que dans le monde militaire, vous ne travaillez pas votre fibre optique pour avoir de la donnée. Tout se fait par réseau ondes. Et quelque part, bon, les ondes, c'est là où vous transférez la donnée. Mais si vous arrivez à rentrer là-dedans et à altérer la donnée, donc ça devient une attaque cyber. Et là, ça ne marche plus. Donc, il faut assurer la transmission hertzienne et il faut protéger ce qu'il y a au sein de la transmission hertzienne. Je vais passer là-dessus, ou j'y reviendrai, parce qu'il faut un temps pour les questions, donc je passe un petit peu. Un petit mot sur la lutte informatique offensive. Aujourd'hui, ça c'est secret défense. Je ne peux pas vous en parler, j'en sais rien. C'est-à-dire, je fais une attaque sur l'ennemi. Aujourd'hui, la loi fait que, je veux dire, on n'attaque pas comme ça, il y a des règles. Et notamment, il y a le droit international humanitaire qui précise spécifiquement quels sont en quoi vous pouvez avoir recours à la force. On ne fait pas n'importe quoi quand on a une force armée. C'est théorisé depuis longtemps, mais bon, on peut défendre un ami, on peut se protéger soi-même, mais on ne va pas attaquer comme ça. Donc c'est bien encadré par le DIH. Et la question c'est, le cyber là-dedans, comment l'intégrer? Eh bien c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je prends un exemple, par exemple, un virus qui a une action pour arrêter une centrale électrique, qui du coup fait que l'ennemi ne pourra pas avoir d'électricité. Ben, ce virus, il faut qu'il marche que durant le temps de l'offensive. Il faut déjà que vous soyez en guerre, et ensuite durant le temps de l'offensive. Parce qu'après, retour à la paix, le gars, il reconstruit son hôpital, ben, il ne faut pas que le virus soit actif. Parce que sinon, vous n'aurez plus d'électricité dans l'hôpital. Et là, vous êtes complètement en dehors des lois de la guerre. C'est impensable. Donc, complexité dans le monde cyber, pour suivre les règles de droit international. Il faut que ça soit vraiment durant l'action militaire et bien précis sur la cible militaire et pas plus, quoi. Extrêmement complexe. Accompagnement de l'action militaire. L'État islamique. J'ai mis ce slide-là parce que je vous parlais de couches psychocognitives. Typiquement, l'État islamique a fait une campagne énorme de recrutement, mais aussi d'information au travers de Twitter, Facebook, etc. Et ça marche. La prise de Mossoul, alors pas celle qu'il y a en ce moment, mais celle qui a... quand est-ce qu'ils l'ont pris? En 2010? Ouais, voilà. Ils l'ont pris. Ils l'ont pris comment? Eh bien, ils ont envoyé plein de tweets sur les réseaux sociaux en disant aux Irakiens, écoutez, si vous vous défendez, on va vous prendre, on va vous... Excusez-moi, je vais être un peu light, on va vous égorger. Votre famille, on va faire pareil. Et là, je suis très très gentil quand je dis ça. Et vidéo à l'appui. C'est-à-dire qu'ils ont pris des vidéos de toutes les classes d'âge et ils ont vraiment montré des choses épouvantables. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les soldats de l'armée irakienne, ils ont eu peur, ils sont barrés. Donc c'est une action dans le cyberespace qui a permis à l'offensive militaire de l'État islamique de prendre la main. Alors ce n'est pas une cyberguerre, si vous voulez, mais c'est une guerre de l'information. Et bon, vous voyez... alors ça, c'est du défaçage, vous voyez. On peut très bien voir... Il y a une mairie, c'est la ville de l'Aigle, je crois, qui récemment, le matin, tac, oui, tiens, je sais pas, quel temps fait-il dans ma mairie? Paf! Ça fait bizarre, hein? Ça fait bizarre. Bon, je passe. Tant pis, à moins que, si vous voulez un exemple très précis d'attaque, on pourra y revenir plus tard, mais donc j'ai un exemple un peu précis d'attaque sur un char au niveau cyber. Je pourrais vous montrer ça après si ça vous intéresse. Mais je voudrais vous montrer ça. Ça, c'est du réel.
ça, c'est lié à toutes les technologies. Je vous dis, on n'a pas la souveraineté du hardware et des logiciels. Donc on va chercher dans le civil. On va chercher Windows, on l'adapte un peu, et puis ça fait un truc pour les militaires. Les Américains font pareil. Là, ce croiseur-là, un croiseur quand même, a tourné 3 heures à faire des ronds dans l'eau, parce qu'il y a eu un bug de Windows en 1997. Le croiseur, il ne savait pas où il allait, impossible de reprendre la main. Il a fait un tour comme ça dans l'eau. Croiseur de l'armée américaine. 6 avions F-22, 2007. Les gars, ils sont en commande dans leur avion et ils passent la ligne de changement de date, vous savez. La ligne de changement de date, c'est entre les îles Aléoutiennes et je ne sais pas où. Entre le Japon et l'Alaska, grosso modo. Et là, paf, un bug, une sorte de division par zéro qui arrive je ne sais pas où. Les gars, plus rien. Plus rien sur les systèmes. Heureusement, il restait le manche et la propulsion. Ben, ils ont atterri comme ça. Bug logiciel. Alors, ce n'est pas une attaque, c'est pas un virus, mais ça, vous pouvez faire un virus qui attaque les avions pour faire ça. C'est l'exemple qu'il y a avec le char. Pour ceux que ça intéresse plus tard, je pourrais vous le montrer parce que c'est exactement ce qui peut se faire. Et regardez la complexité des lignes de code. Hein. La navette spatiale, regardez le million de lignes de code, peut-être 1 million de lignes de code sur la navette spatiale. Regardez Windows 7, on est à 40 millions. L'avion F-35 dont je vous ai parlé, ils ont 25 millions de lignes de code. 25 millions de lignes de code. Il y a peut-être des ingénieurs ou des informaticiens parmi vous. Je vous mets au défi qui est zéro bug. Enfin, moi, j'ai fait du codage informatique. On peut avoir les méthodes formelles hein, qui aident, mais c'est... Non, c'est évidemment, c'est estimé, mais ça doit être assez proche de la réalité. Oui. Mais attention, ça se surajoute. Hein, sur des équipements, on embarque une version allégée de Windows. Mais on ne va pas le redévelopper, l'operating system. On le prend, on l'allège. Et donc, au lieu d'avoir 10 millions de lignes de... Alors là, c'est 40 millions pour Windows 7. Bah, vous tombez peut-être à 20 millions ou à 10 millions. Mais vous récupérez un cœur qui est comme il est. Voilà. Bon, je pourrais vous parler de la résilience si ça vous intéresse. Je vais passer avec... Mon point, c'est la perception. La perception d'une attaque, ce n'est pas forcément la réalité. C'est-à-dire qu'une attaque peut attaquer des systèmes, mais comme vous, ce que vous percevez de cette attaque n'est pas la même chose que ce qui se passe en réalité. Vous pouvez soit complètement amplifier le truc, soit minimiser le truc. Et votre réaction ne sera pas la même. Voilà, bon, nécessité de se former, les exercices là-dessus. Voilà. Et alors, j'en arrive à ma conclusion, mais après on pourra échanger avec des questions. Nous sommes très dépendants des systèmes technologiques. On va utiliser des technologies duales, c'est obligé, parce que le monde de l'informatique va très vite dans le monde civil et le militaire le récupère. Il y a des virus, bon, ça j'en ai pas parlé, mais qui sont terriblement innovants, terriblement forts. La menace va très très vite. Et donc menace sur les systèmes d'armes. Certains États se donnent les moyens. Le Hezbollah, je vous dis, il ne s'embarrasse pas, il travaille là-dessus, même la criminalité, tout ce que vous voulez. Bon, alors je cite Sun Tzu, l'information, ce n'est pas le pouvoir, mais la victoire. C'est-à-dire que si votre information est altérée, vous n'allez pas gagner la guerre. Et en conclusion, ce directeur technique qui dit, à propos du virus Flemme qui a été découvert dans les années 2010, c'est un virus très intelligent, il dit, mais... Bon, je vois ce qu'ils étaient capables de faire, parce que virus découvert en 2010, conçu en 2005. Je vois ce qu'ils étaient capables de faire il y a 5 ans, vraiment, vraiment, j'ai la trouille de ce qui se passe maintenant. Et c'est vrai que les virus d'aujourd'hui, ils sont là, mais on ne les voit pas. C'est des trucs qui s'auto-adaptent, s'auto-configurent, se cachent, qui sont cryptés. C'est infernal à trouver. Et ils sont là. Je vous remercie.